Pendant une semaine, un aéroport relativement calme de l'État du Wisconsin se transforme complètement. Des avions expérimentaux construits dans des garages, des avions modernes, des bombardiers de la Seconde Guerre mondiale, des avions commerciaux, des hélicoptères ultra-légers et certaines des machines volantes les plus étranges de la planète se réunissent au même endroit. Mais Oshkosh n'est pas seulement une exposition d'avions, ce n'est pas non plus simplement un festival aérien, c'est une sorte de ville temporaire entièrement dédiée à l'aviation. Dans cet endroit, on peut marcher à côté de petits avions construits par leurs propres pilotes. Et peu après, se retrouver sous l'aile d'un B-52 devant un P-38 Lightning de la Seconde Guerre mondiale, ou regarder un F-35B pratiquement immobile dans les airs. Dans cette vidéo, nous allons parcourir ce qui s'est passé lors de l'édition 2026 de l'EA AirVenture à Oshkosh. Les avions, les expositions, les vols et surtout l'ambiance de l'un des plus grands rassemblements aéronautiques du monde. Il y avait plus de 10 aéronefs, dont 360 Warbirds ou avions de la Seconde Guerre mondiale. Et j'ai essayé de tous les filmer. J'ai marché des kilomètres, j'ai vu certains des meilleurs spectacles aériens auxquels j'ai assisté de ma vie et j'ai pu voir de près des avions que, depuis mon enfance, je n'avais vus que dans des magazines, des livres et des documentaires. Et le plus incroyable, c'est qu'après 5 jours, je suis reparti avec un sentiment très fort. Bien sûr, il me restait encore énormément de choses à voir. Pendant une semaine, Oshkosh devient la capitale mondiale de l'aviation. Alors dans cette vidéo, je veux vous emmener avec moi pour parcourir ce qu'a été la EA AirVenture 2026 et essayer de vous montrer même un peu pourquoi cet endroit est si spécial. Aujourd'hui, je vais vous montrer toute l'expérience Oshkosh 2026. Bienvenidos a un nouvel vidéo de Mundo de Aviación. Il y a des choses qu'on ne peut pas anticiper en regardant des vidéos, et d'autres qu'on ne comprend que lorsqu'on arrive. La première sensation que j'ai eue en entrant à Oshkosh, c'était tout simplement la dimension du lieu. C'est immense, vraiment très grand. Et justement, l'un des premiers avions qui est apparu devant moi était un Lockheed C-5 Galaxy, l'un des avions cargo les plus grands du monde. En entrant, je n'arrive pas à croire que je sois à côté du C-5 Galaxy. Mais ce qui était surprenant, ce n'était pas seulement d'avoir de tels avions devant moi, c'était de regarder autour de moi. La zone principale contenante s'appelle la Plaza Boeing. Et ici, il y avait un F-15, un FA-18 Hornet, l'hélicoptère Apache, un B-17 de la Seconde Guerre mondiale et différents aéronefs militaires que je connaissais depuis mon enfance à travers des photos et des magazines. Et soudain, ils étaient tous là, réunis, à quelques mètres de moi. Je pouvais même les toucher. C'est totalement ouvert et je veux que vous voyez ça. Ça veut dire que je peux y aller, le toucher, le voir de très près. On va en profiter pour faire des vidéos d'Aéropédia. Il faut renouveler certaines vidéos qui ont déjà plus de 6 ou 7 ans, comme celle de l'Apache. Donc on va le faire. Je marchais autour d'elle, j'observais les détails. On peut même regarder à l'intérieur du cockpit et découvrir ces détails qui passent tout simplement inaperçus sur les photos. Et je pense que c'est là que commence vraiment l'expérience d'Oshkosh. Et comme je vous l'avais dit, ce que je souligne le plus, c'est de pouvoir toucher ces avions, de pouvoir être si près d'eux. J'ai rapidement découvert qu'il y avait encore quelque chose de plus important. Oshkosh n'est pas seulement une grande exposition d'aéronefs militaires. En fait, cela ne représente qu'une petite partie de tout ce qui s'y passe. C'était. En 2026, l'Airban Tour a de nouveau battu un record d'affluence. Environ 734 000 personnes ont assisté à l'événement et plus de 10 000 aéronefs sont arrivés à Oshkosh et dans les aéroports voisins. Rien que parmi les avions inscrits pour l'exposition, il y avait 2851 aéronefs, 1346 classiques et vintage, 875 expérimentaux construits par des amateurs, 360 Warbird, en plus d'ultra-légers, d'hydravions, d'hélicoptères et d'avions acrobatiques. On peut aussi voir des raretés comme le Chibi que j'ai juste derrière moi. Je pensais qu'il n'y en avait aucun en état de vol et il est arrivé en volant. Il y a plus de 20 avions. Je ne sais pas si vous arriverez à les voir là-bas derrière, qui volent dans tous les sens. Ils vont réussir à faire voler plus de 20 avions là-bas. Il y a des milliers de personnes qui arrivent là en pilotant leurs propres avions. Ils atterrissent, se garent sur la pelouse, attachent l'avion et montent le campement pratiquement sous l'aile. Et ils vivent là pendant les 6 ou 7 jours suivants. Si on marchait dans ces secteurs, il y avait des rangées et des rangées interminables de Cessna, Hyper ou Beechcraft, même des avions expérimentaux et de tout type. À côté d'eux se trouvaient leurs propriétaires qui avaient monté leur camp. Cela explique assez bien ce qu'est l'AirVenture. Ce n'est pas seulement un festival où l'on vient simplement regarder des avions, c'est une gigantesque rencontre de personnes dont la vie, d'une manière ou d'une autre, est liée au vol.
À Oshkosh, il y a des gens qui vivent littéralement une semaine sous l'aile de leur avion, et cela reflète très bien l'esprit de ce festival. J'ai même eu la chance d'échanger quelques mots en anglais avec ces personnes, malgré mon niveau basique, et ce fut vraiment une très belle expérience de pouvoir partager la même passion pour les avions, malgré la barrière de la langue. Bien sûr, pour ceux d'entre nous qui aiment l'aviation militaire, parcourir Oshkosh peut rapidement devenir quelque chose d'assez difficile à gérer, parce qu'il y a sans cesse un autre avion qu'on veut voir. L'un de ceux que j'attendais personnellement le plus était l'A-10 Thunderbolt II. Et quand il est finalement apparu pendant la semaine, c'était l'un de ces avions que je suis allé voir directement. L'A-10 est une machine très particulière. Conçu autour de ce gigantesque canon GAU Avenger et d'une conception entièrement orientée vers l'attaque au sol, c'est l'un de ces avions immédiatement reconnaissables. Mais le voir en photo et l'avoir devant soi sont deux expériences totalement différentes. Et cela s'est répété constamment pendant ces 5 jours. Un autre avion que je voulais particulièrement découvrir était le B-52 Stratofortress. Un atterré dont le premier vol a eu lieu en 1952 et qui continue d'être une partie fondamentale de l'aviation stratégique américaine plus de 7 décennies plus tard. Quand j'ai l'occasion de m'approcher de ces avions, je vous montre des détails, comme celui-ci. Les plis que le B-52 a sur une partie de sa structure, qui sont normaux, mais c'est curieux de les voir. Voilà ce dont je vous parle à propos des plis ici. Je vais vous montrer d'un peu plus près. Et ces plis sont dus à la flexibilité du revêtement en aluminium, qui est très fin à cet endroit de la structure, et qui se dilate et se contracte à cause des forces aérodynamiques et des variations de température, ce qui est prévu sur cet avion. Mais comme je vous le disais, je vais l'expliquer en détail dans la vidéo spécifique d'Aeropedia sur le B-52. Mais s'il y a eu une apparition dans les airs qui m'a complètement pris par surprise, c'est bien celle du B-1B Lancer. C'était mardi, mon premier jour à Oshkosh. Je marchais sur le site, caméra à la main, quand il est apparu soudainement et que je l'ai vu par hasard. J'ai eu la chance d'être exactement au bon endroit et au bon moment pour pouvoir le filmer. Le B-1 est passé devant le public, et pendant quelques secondes, toute l'attention s'est portée sur cette énorme machine supersonique. J'ai été surpris par la puissance et le bruit de ses 4 moteurs. C'est un autre des aspects particuliers d'Oshkosh. On peut se promener tranquillement en cherchant un avion précis et, tout à coup, un bombardier stratégique comme celui-ci apparaît. C'est pourquoi j'ai appris qu'à Oshkosh, il vaut mieux toujours avoir son appareil photo prêt, car on ne sait jamais ce qui peut apparaître dans les 30 secondes suivantes. Les spectacles aériens commençaient chaque après-midi et pratiquement tous les jours, il y avait une démonstration militaire importante. C'est pourquoi j'utilisais les matinées pour me promener, même si parfois, comme cela m'est arrivé avec le B-1 Lancer, il n'allait pas atterrir. Le F-22 Raptor est devenu l'une de ses présences assez habituelles, c'est-à-dire on finissait par s'habituer à voir voler le F-22, ce qui est une phrase qu'on peut utiliser qu'à Oshkosh. Il y avait des jours où il volait jusqu'à 3 ou 4 fois. La démonstration, avec le F-22 Demo Team, que j'avais déjà vu dans d'autres pays, elle permet d'apprécier certaines des capacités extraordinaires de ce chasseur de 5e génération. À l'EAA aussi, le F-22 a été inclus dans les démonstrations aux côtés des Heritage Fly, où il partageait le vol avec un P-51 Mustang et un F-16, différentes générations de chasseurs. Mais il y a eu une autre démonstration qui m'a personnellement encore plus impressionné, celle du F-35B Lightning II. Parce qu'une chose est de savoir techniquement que cet avion peut effectuer des décollages courts et des atterrissages verticaux, mais c'en est une toute autre de le voir devant soi. L'avion réduit progressivement sa vitesse jusqu'à rester pratiquement suspendu devant le public. C'est l'une des choses qui m'ont le plus impressionné lors du festival aérien. C'est un chasseur supersonique de 5e génération, pesant plusieurs tonnes, qui flotte devant vous comme s'il s'agissait d'un hélicoptère. Et l'équipe de démonstration du Corps des Marines a justement montré ses capacités STOL ou pistol lors de l'AirVenture 2026. J'ai aussi pu voir un autre des appareils que j'adore, le MiG-29 Falcon 1. Et pas seulement à l'arrêt. Il a également effectué plusieurs démonstrations aériennes au fil des jours. Prouver un MiG-29 au milieu d'une telle concentration d'avions occidentaux est déjà très remarquable. Mais l'entendre décoller et le voir manœuvrer devant le public rend l'expérience totalement différente. Mais en parlant d'avions de conception soviétique, j'ai aussi pu voir, et j'avais très envie de les voir, 3 MiG-17 volant ensemble. Lors d'une démonstration aérienne qui comprenait aussi des boules de feu au sol et ces grands spectacles que les Américains aiment tant.
Au cours des derniers jours, les Red Arrows de la Royal Air Force, ou la RAF, se sont également joints à l'événement. Avec leur Hawk T1, ils sont arrivés pour la première fois de l'histoire à Oshkosh afin de participer à la célébration des 250 ans des États-Unis. Voir une patrouille acrobatique de ce niveau est toujours impressionnant. Mais, même avec tous ces avions de chasse modernes autour, il y avait un secteur vers lequel je revenais sans cesse, chaque jour, celui des Warbirds. En particulier, j'aime beaucoup les avions de la Seconde Guerre mondiale. Je savais qu'à Oshkosh, j'allais voir beaucoup d'avions historiques, mais honnêtement, je ne m'attendais pas à en trouver autant. Warbirds. Ici, j'ai un P-51 juste derrière moi. P-47 Underworld. Il y a un Lightning, encore plus de P-51. Et par là-bas, il y a plein de Warbirds. En 2026, comme je vous l'avais dit avant, il y avait officiellement 360 Warbirds enregistrés. Et rien que marcher dans ce secteur me prenait des heures. L'une des premières choses qui m'a surpris, c'est la quantité de P-51 Mustang. Je m'attendais à n'en trouver qu'un seul, mais il y avait des Mustangs partout. J'en ai compté 14, et j'ai arrêté de compter parce qu'il y en avait encore plus. Il y avait différentes versions, différentes livrées ou peintures, et même différentes histoires que te racontaient les pilotes eux-mêmes. Mais autour d'eux apparaissaient aussi constamment d'autres modèles mythiques de la Seconde Guerre mondiale, comme les Corsair, les P-47 Thunderbolt, le P-40 Warhawk, le P-63 King Cobra, plusieurs Dauntless, un magnifique Catalina, un Privateer, et beaucoup d'autres encore. C'était comme marcher pratiquement à l'intérieur d'un livre d'histoire de l'aviation. Mais peut-être que l'avion historique que je préfère personnellement était le Lockheed P-38 Lightning. Cet appareil est inconfondable, avec deux moteurs et le double empennage ou double fuselage, et la nacelle centrale où se trouvent le pilote et l'armement. Mais l'exemplaire qui est arrivé à Oshkosh avait en plus une histoire particulière. C'était le P-38 de l'équipe de Flying Bulls, qui, avec le Douglas DC-6, ont traversé l'Atlantique depuis l'Europe pour faire leur début public aux États-Unis, précisément lors de l'AirVenture 2026. J'ai pu les voir stationner, m'en approcher, les toucher, filmer ces détails. Mais je les ai aussi vus voler, plusieurs fois. Et entendre ces moteurs en marche pendant que le Lightning passait devant le public a été l'un des grands moments du voyage. Et pouvoir voir voler ces avions parfaitement restaurés. Et il faut insister là-dessus. Ils sont impeccables. Cela montre bien quelque chose qui caractérise vraiment Oshkosh. Que l'histoire ne se trouve pas seulement dans les musées. Cette histoire que j'ai vue là vole encore. Et justement, l'une des démonstrations que j'ai le plus appréciées pendant toute la semaine n'a pas été seulement celle du F-22 et du F-35, mais aussi celle des Warbirds. Et il n'y avait pas seulement un avion à la fois. Des formations complètes apparaissaient dans le ciel. Même pour les avions d'entraînement, comme le T-6 Troyen, il y en avait jusqu'à 20 en vol en même temps. Pendant que les avions effectuaient des passages, des charges pyrotechniques étaient utilisées au sol pour simuler des explosions et des bombardements. Alors on voyait les aéronefs arriver, passer à basse altitude. Et en même temps, d'énormes explosions apparaissaient derrière eux. Puis un autre avion arrivait, puis un autre, et encore un autre. Le son des moteurs radio et des gros moteurs à piston se mélange aux explosions. On sent même la chaleur sur le visage. C'est probablement ce que j'ai le plus apprécié lors des Joby Unions. Et ça me fait un peu de peine de ne pas pouvoir transmettre toutes ces sensations dans les vidéos. Il faut vraiment être là pour le ressentir. L'une des choses que j'aimais faire était de vraiment prêter attention au son de ces moteurs. Et j'en faisais un jeu. Je faisais un top 10 des moteurs qui sonnaient le mieux. Ça, c'est clairement quelque chose de très subjectif pour chacun. Mais celui auquel je donnerai un prix pour le meilleur son, c'est le F8F Bill Birkett. Même si c'était un vrai plaisir de tous les écouter, comme les B-25 Mitchell ou les A-26. Et le plus beau dans tout ça, c'est qu'après avoir vu ces avions voler, on pouvait aller les revoir à l'exposition statique. Mais il y avait aussi d'autres avions extraordinaires qui volaient également, comme l'énorme PB-4I2 Privateur, issu de la famille du B-24, mais développé pour la patrouille maritime. Il y avait aussi le PBI Catalina, l'un des hydravions les plus reconnaissables de la Seconde Guerre mondiale. Et il volait aux côtés du Corsair, du Mustang, du Thunderbolt, du Wildcat et de plein d'autres avions.
Ils volaient les uns derrière les autres devant nous. En plus, j'ai eu la chance d'assister aux 2 spectacles nocturnes, qui n'avaient lieu que le mercredi et le samedi. Et ça, c'est quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. Le mercredi, après la programmation principale, les vols de nuit ont commencé. Et là, le spectacle change complètement. Des avions apparaissent avec des dispositifs pyrotechniques installés sur leurs ailes. Il y a aussi des lumières LED, des explosions au sol, des feux d'artifice, des drones, des lasers, et tout cela en même temps. Il y a tellement de choses qu'on ne sait plus où regarder. Il y a un avion qui fait de l'acrobatie pendant que des feux d'artifice sortent de ses ailes. En dessous, des charges explosent en boules de feu sur la piste. Derrière, des drones apparaissent en formant des figures. Et en même temps, pratiquement tout le ciel se remplit de feux d'artifice. Et cela ne dure que quelques secondes pour nous. Le spectacle continue encore et encore. J'avais déjà vu beaucoup de meetings aériens auparavant, mais quelque chose de ce style, Oshkosh impressionne déjà de jour, mais la nuit, on dirait que quelqu'un a décidé qu'un festival aérien ne suffisait pas et a ajouté tout le reste en même temps. Mais ce serait une erreur de penser que l'AirVenture ne vit que grâce aux grands chasseurs et à la nostalgie des avions de la Seconde Guerre mondiale. En fait, l'origine de l'EAA est précisément liée à l'aviation expérimentale et à la construction amateur. EAA signifie Experimental Aircraft Association, ou Association des avions expérimentaux, et elle est née en 1953, autour d'une communauté de personnes intéressées par la construction, la modification et le pilotage de leurs propres avions. Et cet esprit est toujours pleinement présent. Parcourir des secteurs comme ceux des avions de construction amateur a été une autre expérience très intéressante. Il y a des ateliers, des démonstrations et des espaces où l'on apprend réellement à construire ses propres avions, à travailler le métal, à rifter, à utiliser des matériaux composites, à souder ou même à assembler en bois et toile. À Oshkosh, on peut rencontrer des personnes qui sont arrivées en volant à bord de ces aéronefs qu'elles ont construits de leurs propres mains. Et en même temps, découvrir des technologies complètement nouvelles, comme des avions électriques, de nouvelles conceptions expérimentales, des concepts STOL, des aéronefs capables d'opérer depuis des pistes extrêmement courtes ou de nouvelles formes de propulsion. Des conceptions qui seront peut-être courantes dans quelques années et qui aujourd'hui semblent encore être des expériences. Cette constante est également fascinante. Au cours de la même journée, on peut observer un avion conçu il y a 80 ans et, une minute plus tard, se retrouver face à une technologie qui tente d'anticiper la façon dont nous allons voler dans les prochaines décennies. J'ai également parcouru brièvement le secteur dédié aux hélicoptères. Il est même possible de survoler l'AirVenture pour observer d'en haut la véritable dimension de tout ce site. Et c'est probablement seulement depuis les airs qu'on peut vraiment comprendre jusqu'où s'étend Oshkosh. Parce que lorsqu'on marche, on a simplement l'impression que ça ne finit jamais. Il y avait aussi une multitude d'avions acrobatiques qui nous ont régalés avec leurs meilleures figures. Un autre jour, nous avons quitté un instant la piste du Whitman Regional Airport et nous sommes allés jusqu'à la tyrolienne située sur le lac Winnebago. L'ambiance là-bas change complètement. On arrive à l'eau du lac et on trouve des hydravions et des avions amphibies qui arrivent en permanence. C'est une autre de ces petites communautés à l'intérieur du monde de l'AirVenture. Nous avons également pu visiter le musée de l'EAA, mais ces jours-là, certains aéronefs qui font habituellement partie de la collection ne sont pas dans le musée parce qu'ils sont en train de voler. Et cela résume assez bien ce qui se passe pendant la semaine. Même les avions du musée participent à Oshkosh. Pendant ces 5 jours, il s'est aussi passé quelque chose à quoi je ne m'attendais pas autant. Rencontrer des gens. J'ai pu discuter avec des propriétaires de Warbirds qui m'ont personnellement expliqué l'histoire de leurs appareils. Et cela change complètement la façon de regarder un avion. Parce que derrière chaque appareil, il y a des années de restauration, de recherche de pièces, de documentation, d'entretien et énormément d'argent investi simplement pour préserver une partie de l'histoire de l'aviation en état de vol. De plus, il s'est aussi passé quelque chose de très agréable alors que j'étais loin de chez moi. J'ai rencontré des abonnés de la chaîne venant de différents endroits d'Amérique latine qui sont venus me saluer. Le vendredi, avec tout le groupe avec lequel je suis venu dans la délégation d'Argentine, nous avons participé au défilé des nations. Ici, tous les pays autres que les États-Unis défilent avec leurs drapeaux respectifs. Et maintenant, prêt pour le défilé des nations? C'est à nous, pour l'Argentine, d'être les premiers à sortir. Là-bas, vous voyez les autres drapeaux. Étant l'un des pays les plus représentés.
Et c'est ainsi qu'on défile à Oshkosh, avec les drapeaux et les gens de tous les pays autres que les États-Unis. Dans les rues d'Oshkosh, entre les avions, Et là, j'ai eu l'occasion de rencontrer personnellement Pipi Sanchez, pilote argentin de A4 pendant la guerre des Malouines. Depuis mon enfance, j'avais lu ses récits et après tant d'années, j'ai fini par le rencontrer, justement à Oshkosh. Et c'était l'une de ces rencontres qui n'était pas non plus prévue. Et ce genre de moment magique finit aussi par faire partie de l'expérience, tout autant que les avions eux-mêmes. Après être rentré et avoir revu tout le matériel que j'ai filmé, il y a quelque chose qui me rend un peu triste. Il n'existe aucun moyen de transmettre complètement la sensation d'être ici. Dans les vidéos que je vous montre, je n'arrive pas à montrer la véritable ampleur d'Oshkosh. Je ne peux pas non plus transmettre la sensation de fatigue après avoir marché des kilomètres et des kilomètres toute la journée et de continuer à découvrir de nouveaux avions. Je ne peux pas montrer la sensation d'être épuisé et pourtant de décider de marcher encore un peu parce que quelqu'un vient de te dire qu'un autre avion que tu veux voir vient d'arriver. Et je ne peux pas non plus transmettre la sensation de devoir choisir. Parce que c'est l'un des problèmes d'Oshkosh. Il se passe continuellement plusieurs choses en même temps. Peut-être que tu veux aller voir un avion à un endroit précis, mais il y a aussi une démonstration aérienne qui commence. Et ailleurs, il y a une conférence intéressante. À Warbird, ils sont en train de démarrer un avion historique et de l'autre côté de l'aéroport, un autre appareil comme le F-15 apparaît en vol. On ne sait pas quoi choisir. Après 6 jours complets à Oshkosh, j'ai eu l'impression qu'il me restait encore beaucoup à découvrir. Et malgré tout ce que j'ai vu, j'aimerais y retourner, et plusieurs fois. Et ainsi, nous arrivons à la question que beaucoup de gens se posent sûrement, surtout ceux d'entre nous qui vivent assez loin des États-Unis. Est-ce que ça vaut vraiment la peine de parcourir des milliers de kilomètres juste pour découvrir Oshkosh ? Et après y avoir été, ma réponse est très simple. Oui, ça en vaut vraiment la peine. Parce qu'il est très difficile de trouver ailleurs dans le monde une telle concentration d'avions. En une seule journée, je pouvais avoir devant moi un C5, Galaxy, un B52, un A10, un F15, un F18, des Apache, Mi-59, un F-22, un F-35. Des dizaines et des dizaines de Warbirds et des centaines d'avions qu'il serait impossible d'énumérer dans une seule vidéo. Et en plus, la grande majorité volée. À cela, il faut ajouter les shows aériens impressionnants pendant la journée et 2 spectacles nocturnes que je n'avais jamais vus. Et pourtant, si je devais choisir une seule image pour expliquer ce que ce voyage a signifié pour moi, ce ne serait probablement aucune des démonstrations les plus spectaculaires. Mais quelque chose de beaucoup plus simple. Être debout à côté de l'un de ces avions que quand on était enfant, on ne pouvait voir que dans les magazines. Je crois que c'est là qu'une grande partie de la magie d'Oshkosh opère. Après avoir tant rêvé de ces machines, un jour, elles sont à portée de main. Si tu as déjà rêvé de découvrir Oshkosh et que tu as la possibilité de le faire, viens, tu ne regretteras pas. Parce qu'il n'y a aucun autre endroit que je connaisse où l'on trouve autant d'avions, de tant d'époques différentes et de tant de façons différentes de vivre l'aviation, réunies pendant une même semaine. Je suis resté 6 jours, j'ai marché des kilomètres, nous avons filmé tout ce que nous avons pu, et j'ai encore l'impression qu'il me reste énormément à découvrir, alors j'espère que ce n'était que mon premier Oshkosh. Et d'ailleurs, ce voyage, nous l'avons fait en combinant des vols et des trajets, en parcourant tous les États-Unis, de Miami à Chicago. Après Oshkosh dans le nord, jusqu'au sud à Houston, avec une visite à la NASA, en passant aussi par de nombreux lieux emblématiques des États-Unis et même un musée aéronautique. Et je vais vous le montrer dans une autre vidéo sur la chaîne de Marc Auger. Alors ne manquez pas cette vidéo non plus. Jusqu'à une prochaine vidéo, je suis Marcos et ceci est Mundo d'Aviation.